Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors une vidéo pas consacrée à l'Olympique Lyonnais, mais sur les vidéos récentes que j'ai faites, j'ai eu pas mal de critiques de gens qui en gros me disent mais un entrepreneur il fait bien ce qu'il veut dans ses sociétés, entre ses sociétés. Pourquoi telle société ne pourrait pas financer telle autre société? Bref, un certain nombre de questions et j'ai commencé à répondre par écrit dans les commentaires, mais je me suis dit que ça me prenait beaucoup de temps et j'en avais assez de répéter les mêmes choses. Et surtout, certains trouvent que j'exagère quand je dis que certaines pratiques récentes me choquent beaucoup. Tout simplement parce que la comptabilité, le droit à la fiscalité, c'est mon quotidien. Donc en gros, je sais de quoi je parle. Donc quand certains me disent « tu n'as rien compris », je ne veux pas être méchant, mais enfin bon, bref. Donc je me suis dit, et j'ai dit à certaines personnes que j'allais faire une vidéo pour expliquer un certain nombre de notions. Et ensuite, libre à vous de voir par rapport, on va dire, à certaines situations et certaines prises de parole récentes, si tout ce qui est prévu rentre parfaitement dans la légalité. Alors je vois déjà ceux qui vont me dire « mais tu te doutes bien que si ces opérations sont faites, elles sont très bordées juridiquement, il y a toute une kyrielle d'avocats, etc. etc. » Alors oui, c'est sans doute le cas, il y a une kyrielle d'avocats, mais ce n'est pas parce qu'il y a une kyrielle d'avocats que ces avocats travaillent correctement ou que tout simplement ils ne sont pas mandatés pour faire passer la pilule jusqu'à un contrôle, puisque effectivement quand on fait des opérations, et vous savez le contrôle fiscal ça existe, et souvent il vient sanctionner des pratiques que les entreprises ou les avocats pensaient légales, ou tout simplement ont tenté le coup, ça passe ou ça casse. Alors la vidéo va s'articuler, alors vous inquiétez pas, hein, je vais être très concis et très clair, mais je vais aborder trois types de règles qui peuvent être assez rapidement enfreintes et qui, pour des gens qui ne sont pas des spécialistes, ne sont pas forcément évidentes. Des règles comptables, des règles de droit commercial et des règles fiscales. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais aller rapidement sur chaque notion, mais c'est surtout pour que ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions comprennent, quand je m'exprime sur certains sujets, à quoi je fais référence. Alors on va commencer par les principes comptables, puisque quand on fait une comptabilité, et toutes les entreprises sont tenues, alors sauf les micro-entreprises, mais bon, toutes les entreprises sont tenues à avoir une comptabilité, et une comptabilité, ce n'est pas passer que les écritures que demande le chef d'entreprise. Normalement, le comptable doit avoir un regard critique sur ce qui lui est présenté, mais évidemment, quand vous payez le comptable et que vous lui demandez de passer des écritures qui ne lui plaisent pas, c'est simple, soit il vous rejette comme client, soit vous le rejetez comme client, soit parce qu'il a besoin de pognon lui aussi, il passe des écritures qui ne sont pas forcément très régulières. Alors justement, parmi les principes comptables, on a le principe de la régularité des écritures, de la sincérité. Vous pouvez passer des écritures qui sont régulières mais qui ne sont pas sincères, c'est-à-dire que vous passez des écritures en sachant très bien que ces écritures ne sont pas correctes par rapport aux valeurs. Et vous le savez, dans le foot et notamment dans les transferts, on parle souvent de valeurs. Et les écritures que vous passez doivent refléter une image fidèle des comptes de l'entreprise, tout simplement parce que, à la fois pour les actionnaires et pour les éventuels prêteurs, notamment les banques, quand vous présentez un bilan, il faut que les valeurs qui soient dans ce bilan soient cohérentes. Après avoir rappelé ces principes comptables, vous trouverez ça n'importe où sur Internet, on va s'intéresser au principe du droit commercial. Et il y a quelque chose parfois que vous devez entendre dans les trucs d'actualité, parce que c'est une pratique qui est quand même assez courante dans le monde des affaires et dans le monde politique. C'est ce qu'on appelle l'abus de biens social. Donc c'est prévu par le Code du commerce français et donc les articles. Elle incrimine l'infraction dans le cadre des SARL et des SA, donc pour simplifier des sociétés par action, de faire de mauvaise foi, c'est-à-dire de manière intentionnelle, des biens ou du crédit de la société, donc des biens
des valeurs que vous avez dans votre société, des sommes que vous allez engager via votre société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci. Une société, elle doit agir dans son intérêt propre et pas dans l'intérêt d'une autre entreprise. Ça, c'est très important. Donc, utiliser de mauvaise foi des biens pour un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou, et ça c'est très important, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Voilà, ça c'est la définition de l'abus de bien social. Troisième notion, qui est une notion fiscale mais qui est liée à l'abus de bien social, c'est ce qu'on appelle l'acte anormal de gestion et la notion d'intérêt social. Alors la notion d'intérêt social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous engagez une dépense, il doit y avoir un intérêt pour votre société à faire cette dépense. Si cette dépense n'est pas dans l'intérêt de votre société, à ce moment-là, l'administration fiscale va venir sonner à votre porte et vous dire que vous avez commis un acte anormal de gestion. Si vous voulez aller voir dans les notions, n'hésitez pas, je ne rentre pas dans le corps de l'article, mais qui explique ça très très bien. Autre notion fiscale, c'est ce qu'on appelle le transfert indirect de bénéfices. Bon, en général, on dit transfert de bénéfices. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors vous allez voir aussi qu'on peut l'appliquer à certaines situations. Alors, je ne rentre pas dans la définition tout de suite, je vais passer directement à l'application de cette notion. Donc, alors ça c'est la documentation des impôts, hein, donc c'est pas moi qui l'invente là encore. Afin de pouvoir s'assurer que les bases d'imposition de chaque pays sont les plus justes possibles, d'éviter les conflits entre les différentes administrations fiscales et les distorsions de concurrence entre les entreprises, c'est ça qui est très important, les distorsions de concurrence entre les entreprises, les pays membres de l'OCDE ont adopté le principe du prix de pleine concurrence. Prix de pleine concurrence pour les opérations intra-groupe, c'est-à-dire que vous avez deux sociétés, une qui est en France, une qui est à l'étranger, donc on est dans une opération intra-groupe. Si les deux sociétés font des échanges, il faut qu'ils pratiquent un prix de pleine concurrence. J'achète quelque chose à ma société qui est à l'étranger, je dois appliquer un prix de pleine concurrence. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Le prix de pleine concurrence, donc, il signifie que le prix pratiqué entre les entreprises dépendantes doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises indépendantes. C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose à une entreprise qui est dépendante, c'est-à-dire qui appartient à un groupe, vous devez payer cette chose le même prix que si vous l'aviez acheté à une entreprise indépendante. Dès lors, afin d'éviter tout risque fiscal, l'entreprise doit s'assurer que ses prix de transfert, donc les prix d'achat ou de vente, ne s'écartent pas de ce prix de pleine concurrence. Enfin, dernière notion, l'abus de droit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'abus de droit? Il faut savoir que la législation française est très complexe, elle est très fournie, et elle a prévu donc une notion d'abus de droit qui édicte en gros. Si vous pouvez faire deux opérations qui sont parfaitement légales, mais qui, combinées, deviennent illégales. Je vous donne un exemple simple. Vous avez une entreprise, d'accord? Vous avez des enfants. Et vous voulez vendre votre entreprise. Si vous vendez votre entreprise directement à l'acheteur, vous allez payer des impôts très importants. Même si, de nos jours, il y a beaucoup de systèmes d'exonération, etc., etc. Donc, ce que certaines personnes ont fait, ils ont donné cette entreprise, les titres de cette entreprise à leurs enfants, donc ils rentrent sous le régime des donations, où le montant d'impôt est bien inférieur et il y a des abattements assez importants. Et ensuite, les enfants vendaient l'entreprise à la troisième personne. Et évidemment, la plus-value était très faible, puisque le prix de base de la plus-value, c'est le prix de la donation. Donc quand vous prenez l'opération dans son ensemble, si vous vendiez, admettons, 1 million et que vous aviez normalement 30% d'impôts, vous deviez payer 300 000 € d'impôts.
Si vous faites la donation et la vente, vous avez la donation, donc avec des abattements, donc vous allez peut-être payer en tout 100 000 € d'impôts au lieu de 300 000. Donc l'abus de droit permet à l'administration de dire « Je ne reconnais pas la donation, pour moi elle n'existe pas, et ce que vous avez fait c'est une vente directe ». Donc vous avez ici deux opérations qui sont légales. Il est légal de céder, enfin de donner son entreprise à ses enfants. Il est légal pour les enfants de vendre l'entreprise à un tiers. Mais la combinaison de deux opérations légales peut devenir illégale. Voilà, alors je pense que cette vidéo peut seront aller au bout, tant pis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.